Bonjour, je m'appelle Bénédicte et vous êtes ici dans ma librairie pour parler de la rentrée littéraire 2020. Donc une rentrée littéraire un peu particulière, vous le savez bien. Le milieu de l'édition a été particulièrement traumatisé par le printemps. Le calendrier des sorties a été bousculé. Les tirages aussi et n'ont été envoyés à la... Ah, voilà. Ont été donnés à lire un petit peu moins de livres cette année. Une production très en phase avec l'actualité. Évidemment, on parle beaucoup de violences faites aux femmes. C'est un petit peu difficile de trouver des livres légers et joyeux, mais il y a beaucoup de très bons livres. Je ne vais parler que de 13 livres avec le temps qui m'est donné. Donc voilà, on ne va pas parler de beaucoup de livres importants, il a fallu faire des choix. Bon, on y va. Chaviré de Lola Lafont. Lola Lafont, très remarquée cette année, qui est encore en lice pour de nombreux prix. Nous l'avons reçu 3 fois. On a toujours été très touchés par sa grâce, son féminisme, son engagement. Bon, c'est son roman sur le consentement. Chez elle, ça ne peut pas être opportuniste. C'est le corps des femmes et l'utilisation qui peut en être faite par des régimes politiques ou autres. C'est son cheval de bataille, notamment dans La petite communiste qui ne souriait jamais. Les héroïnes de Lola Lafont ont ceci en commun qu'on ne les entend pas. Elles ne sont pas écoutées par la société. Et donc, voilà, la gamine en question, là, la petite Cléo, elle a 13 ans, elle rêve de devenir danseuse. Et elle va tomber sur un réseau pédophile. On va lui faire croire qu'elle peut obtenir une bourse si elle arrive à convaincre le jury qu'elle n'est pas coincée. Si la pauvre gamine n'y arrive pas, elle peut quand même en plus, et c'est là que le système est vraiment pervers, recruter d'autres gamines qui ont des rêves aussi. Bon, évidemment, pas de bourse pour Cléo. Voilà, ça se passe dans les années 80. Dans les années 80, on ne parlait pas de ça du tout. Donc Cléo réussira quand même à atteindre son rêve et deviendra danseuse chez Michel Drucker. Alors on a aussi des très beaux passages sur la télé de papa, hein, la télé de Drucker, avec les gros plans seins, fesses, complaisants. On a aussi, Lola Lafont est quand même danseuse au départ, et on a des très beaux passages sur le corps martyrisé, le sculpté, contraint, abîmé. Il y a une grande... la construction est passionnante, c'est un livre très intelligent. Il y a une grande justesse dans le rendu du traumatisme vécu par ces gamines et par la culpabilité qu'elles doivent porter. Il n'y a pas de sentimentalisme, c'est quasiment froid, c'est très distancié. Il y a un petit bémol, quelque chose qui m'a profondément agacée. Donc elle parle du mouvement MeToo, qu'elle écrit MITOU, ce qui pour moi rend la chose ridicule, enlève tout le sens du moi aussi. Bon, je sais pas pourquoi l'éditeur a laissé passer ça, je sais pas ce qu'elle avait voulu dire avec ça. Ça m'a agacée, mais bon voilà, c'est un petit détail. Autrement, c'est vraiment quand même un roman fort, dérangeant, qui creuse la question du consentement, du viol, mais aussi plus largement de la liberté du corps. Alors, on va passer à Franck Bouys. Franck Bouys, qui est né en 65 à Brive-la-Gaillarde. Il a été repéré par les libraires avec son Grossir le ciel en 2014, un huis clos rural. Les prix littéraires s'accumulent. Il a vendu près de 100 000 exemplaires. Et puis, il y a eu surtout l'événement Né d'aucune femme, qui vient de paraître en livre de poche, qui avait eu le Grand Prix des lectrices de Elle. Il a une œuvre très singulière et puissante, avec une écriture, avec des fulgurances poétiques qui sont assez extraordinaires.
Bon, alors là, dans les buveurs de vent, on est au Gour Noir. Le Gour Noir, c'est une vallée isolée dans la montagne. C'est un lieu symbolique, étouffant, dominateur. On a trois frères, Marc, Matthieu, Luc. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, comme dans les évangiles. Une sœur, Mabel, qui est une jeune fille troublante, rebelle. Une mère bigote et un père violent et faible. On a donc une fratrie très soudée qui veut vivre. Tout le village dépend de l'usine électrique, de son tout-puissant propriétaire Joyce qui a poussé la mégalomanie jusqu'à donner son nom à toutes les rues du village. Donc on a des personnages écrasés par les éléments, par leurs conditions. C'est un western. C'est un western, il règne malveillance, complot, révolte, meurtre. C'est à la fois terre à terre et plein de rêves, de poésie. C'est une fresque aussi glauque que puissante. Alors le petit bémol, c'est que c'est un roman très viril qui, on peut dire, il manque un petit peu d'humour. Et puis peut-être une histoire un petit peu longue à mettre en place. Mais bon, les fans de Wyss le reconnaîtront bien là. Alors, on va parler d'un premier roman qui vient d'obtenir le prix du journal Le Monde. Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra aux éditions Anne Carrière. Un incroyable premier roman. Francesca Serra a fait très fort. Elle m'a fait rentrer, moi la cinquantenaire qui n'est même pas de téléphone portable, dans le monde des millennials. C'est un monde bien réel, un monde qui nous paraît superficiel, mais ce livre en donne toutes les clés. Les clés pour comprendre le monde de ces gamins dont leur vie se résume au téléphone. Elle nous donne à comprendre tout ce monde qui se résume au réseau, Internet, où le paraître est une question de survie, où tout peut basculer à cause des réseaux sociaux. Donc c'est l'histoire de Garance qui a 15 ans, qui est une magnifique jeune fille qui a été repérée par des adolescents bien plus âgés, puisque ce sont des terminales. Et pour leur plaire, elle va grandir un petit peu trop vite, parce qu'elle veut devenir quelqu'un. Euh, et puis elle finit par disparaître. Le roman fait des allers-retours entre sa disparition et les raisons qui mènent à sa disparition. On a une écriture qui est très vive, qui est précise, qui est implacable, une langue riche, un style très construit et travaillé. On a des passages entiers de SMS ou de messages qu'on doit trouver sur les messageries. J'avoue que je n'ai pas tout compris, mais bon, dans l'ensemble, quand même, ça peut se suivre. Ça sonne toujours juste. Je pense que rarement on a eu une telle porte d'entrée dans l'adolescence. C'est aussi un conte social extrêmement cruel. Et en plus, en fait, c'est vraiment addictif. Ça se lit comme un polar, c'est très haletant. Maintenant, un des grands livres de cette rentrée, le livre de l'Irlandais Colum McCann, à Perrogon, chez Belfond. McCann est connu pour les saisons de la nuit, danseur, que le vaste monde poursuive sa course folle. Il a mis 4 ans à écrire à Perrogon. Alors, à Perrogon, ce très beau titre, c'est en fait une figure géométrique qui peut avoir un nombre infini de côtés. C'est parfaitement adapté à son propos puisqu'il nous parle du conflit israélo-palestinien. Et en fait, il va tourner autour de son sujet, alors, comme on peut le voir là. Voilà, des petits passages numérotés avec des tas de sujets différents abordés. Il tourne autour du conflit en l'enrichissant sans cesse de multiples manières. Mais c'est quand même un roman, c'est un livre extrêmement romanesque avec une structure qui est absolument magistrale.
Et puis on a deux héros dans ce livre, deux héros qui sont deux hommes qui existent, dont on voit les photos dans le livre, qui sont amis, un Israélien, un Palestinien, qui se voient tous les jours ou presque dans le monde entier, qui commencent toutes leurs réunions par, alors je les cite, mon nom est Bassam Aramin, mon nom est Ramin El Hanan, je suis le père d'Abir, je suis le père de Smadar, parce que ce qui réunit les deux hommes, c'est que leurs deux gamines ont été tuées. Donc la petite israélienne a été tuée dans un attentat dans les rues de Jérusalem, et la petite palestinienne a pris une balle perdue pas loin du mur. Et voilà, elles sont mortes toutes les deux. Ces deux hommes sont des militants de la paix. C'est un livre incroyablement riche, qui est vraiment un grand livre à lire, passionnant, fort, et qui ne prend pas parti, qui donne à faire comprendre les paramètres de ce conflit. Je vous rappelle donc que McCann est irlandais et qu'en matière de guerre civile, il sait de quoi il parle. Voilà, un des grands livres de cette rentrée, vraiment. Alors, Le Sanctuaire de Lorraine Roux aux éditions du Sonneur. Bon, c'est un roman post-apocalyptique. Je sais que ça ne fait pas rêver en ce moment avec ce confinement qui nous a tous chamboulés. Mais en même temps, cette période qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre, soulève beaucoup de questions. Et ce livre les met en exergue d'une façon qui est absolument passionnante. Donc, les humains ont été décimés par un virus transmis par les oiseaux. Et l'héroïne du livre vit dans le sanctuaire, qui est sur un flanc de montagne. Elle vit avec sa petite famille, son père, sa mère et sa sœur. Elle est née sur place. C'est la chasseuse de la famille. Son père disparaît régulièrement pour aller au ravitaillement, on ne sait trop où. Et donc elle passe des journées dans la montagne à chasser. Et puis un jour, elle va assister à une scène incroyable. Un vieil homme, c'est déjà assez étonnant, puisque je vous rappelle qu'elle n'a vu que son père, sa mère et sa sœur dans sa jeune vie. Et un vieil homme qui a un aigle sur le bras. Et elle va être complètement fascinée par cet aigle et devenir amoureuse de cet aigle, ce qui contrevient à tout ce qu'elle a toujours appris. C'est un livre magnifique, vraiment une écrivaine, je pense, à suivre, un deuxième roman, une densité incroyable, une langue très riche. C'est une conteuse très puissante. Et puis on a un retournement à la fin qui est assez magistral et qui vous renvoie bien des questions dans la tête. Je suis certaine que c'est un nom à retenir, Lorraine Roux. Alors maintenant, un des livres très attendus de cette rentrée, puisqu'il devait sortir au printemps et qu'il a été reculé, mais donc il est arrivé précédé d'une rumeur très flatteuse. Le livre de Camille Laurence, professeur agrégé de lettres modernes, déjà multi-primé avec le Renaudot, le féminin, pour Dans ses bras-là. Elle va nous faire ici la relecture d'une vie de femme née dans les années 60 du point de vue du genre. Alors ça se passe dans les années 60, je l'ai dit, donc à Rouen, dans la famille d'un médecin, qui est donc l'héroïne en question et la deuxième fille de la maison. Et donc tout ce roman commence mal, puisqu'on annonce aux parents, qui ne savent évidemment pas quel genre d'enfant va débarquer chez eux, que c'est une fille. C'est une fille. Elle va beaucoup s'amuser tout au long du roman avec les mots, la langue française, la langue française est cruelle avec le féminin, avec mauvaise fille, vieille fille, fille de joie. Le féminin de garçon, c'est garce. Bon, elle va nous faire mesurer tout ça avec une deuxième génération, celle de sa fille, qui est un peu plus libérée, et on va pouvoir voir tout ce qui a changé, tout ce qui s'est amélioré, et puis encore une fois tout le chemin qui reste à faire,
puisqu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Juste une petite citation. La différence, maman, entre hommes et femmes, tu vois, c'est que les hommes ont peur pour leur honneur, tandis que les femmes, c'est pour leur vie. Le ridicule ne tue pas, la violence, si. Donc voilà, c'est drôle, c'est intime, puissant, c'est révoltant, c'est très fort. Alors, une des vedettes de cette rentrée, avec Laurent Mauvigné, avec Histoire de la nuit chez Minuit. Le grand Laurent Mauvigné, moi je n'oublierai pas le choc provoqué par Apprendre à finir, le premier livre de lui que j'ai lu dans les années 2000. Euh, Histoire de la nuit, histoire au pluriel, c'est le titre du livre qui fait un peu peur que lit la maman du livre à sa fille. On est sur un huis clos étouffant, une espèce de polar au ralenti, 650 pages. C'est horrible parce qu'il y a un suspense terrible et qu'on ne peut pas avaler ce livre d'une traite. Donc on a un petit hameau dans le coin de l'Abassé, qui est le lieu imaginaire où Mauvigné situe pas mal de ses livres. 3 maisons, une maison vide, une maison occupée par une artiste peintre de 75 ans et par une petite famille, le père agriculteur, la mère et la petite fille de 10 ans. La mère a ce jour-là 40 ans et on lui prépare une toute petite fête pour fêter ça, surprise. Surprise, vont arriver 3 hommes malveillants. Et on est voilà enfermé avec eux dans cette pièce qui est très extrêmement puissant dans ce livre. C'est qu'on est dans la tête, dans la psyché, dans les désirs les plus cachés de chacun des personnages, y compris la petite de 10 ans. Il y a toujours avec cette acuité, cette puissance, cette finesse d'écriture de Laurent Mauvigné. C'est implacable, sidérant, vraiment extrêmement fort et réussi. Cette histoire de la nuit, cette espèce d'histoire pour enfants cauchemardesque. Alors, on va parler du livre de Serge Goncourt, Nature humaine, chez Flammarion. L'auteur de L'écrivain national, Repose-toi sur moi, Chien-loup, très attendu et remarqué aussi en cette rentrée. Donc sur une période de 30 ans, de 76 à 1999, il va retracer notre histoire familiale à travers la vie d'une famille d'agriculteurs. Le fils Alexandre est très impliqué par le travail à la ferme. Ses sœurs vont, elles, choisir la vie urbaine. Une nuit de tempête, il est seul dans une nuit noire et il va revivre la fin d'un autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne qui lui paraissait immuable enfant. C'est une fresque sociale, un roman de terroir. C'est en tout cas un tableau édifiant de notre vie à une période vraiment charnière. Donc on part de la sécheresse de l'été 76 jusqu'à la tempête de 1999, en passant par l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, le nucléaire, les autoroutes, Tchernobyl, les supermarchés, la vache folle, etc. etc. Nature humaine, c'est un véritable morceau d'histoire. C'est le témoignage d'un temps révolu. On a des personnages plus vrais que nature. On a la succession incontrôlable des événements. Et il y a une poésie, une puissance qui fait surgir le réel entre les lignes et une nostalgie infinie. Et on va parler d'un des grands romans que l'Amérique sait faire de temps en temps. Le très beau livre de Tiffany McDaniel, Betty, édité par Gallmeister. C'est son deuxième roman. J'aurais bien envie de vous montrer la tête de Betty, qui est en photo ici. Donc Betty, c'est la sixième d'une famille de 8 enfants, une famille métisse. Le père est cherokee, la mère est blanche. Betty est celle qui a le teint le plus mat de la famille. Son surnom, c'est la petite indienne. C'est elle qui rêve et c'est elle qui écoute son père. Son père qui interprète le monde à la façon des Cherokees, avec beaucoup de poésie, dans ce lien à la nature. C'est aussi, la nation Cherokee c'est une société matriarcale. Donc il va sans cesse lui expliquer le monde, la vie à la façon Cherokee. C'est une famille fracassée, mais leur relation à elles deux, enfin, le père est un personnage magnifique.
Et la relation père-fille est vraiment riche, forte. C'est un livre qui est très violent, mais en même temps bouleversant, avec un personnage absolument inoubliable. Euh, c'est déchirant, voilà, il y a des moments poétiques extraordinaires. Un très très beau livre. Alors, L'île Maria de Julia Kerninon, aux éditions L'Iconoclaste. Julia Kerninon avait eu de nombreux prix avec Buvard. Moi, j'avais beaucoup aimé Ma dévotion. L'île Maria, c'est l'héroïne de ce livre. C'est l'enfant sauvage d'une petite île bretonne. Son père est un marin norvégien et sa mère tient un café sur cette petite île. Elle est le fruit d'un amour étonnant. L'île Maria, c'est de multiples femmes en une seule et même personne. C'est le portrait d'une femme profondément indépendante, résiliente, mais qui va être attrapée par son passé. C'est un récit de l'intime. C'est la vie d'une femme qui se demande si elle doit s'oublier par amour, s'il faut dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est un livre très addictif et enlevé, une plume délicate, très contemporaine, des petites facilités scénaristiques, mais on peut lui pardonner parce que son portrait a plus valeur de conte que de tranche de vie. C'est un beau roman qui emporte loin. On va parler de La laveuse de mort de Sarah Omar chez Actes Sud. Alors, je vous disais en préambule que de nombreux livres sortent sur les souffrances, enfin tout ce qu'on peut infliger aux femmes. Là, ce livre nous vient du Kurdistan. Il a été écrit en anglais, mais l'auteur est kurde, est une militante réfugiée au Danemark et qui se bat pour la liberté des femmes de son pays. Euh, la laveuse de mort, c'est la grand-mère de l'héroïne de ce livre. Dans la tradition musulmane, le corps du mort doit être lavé pour être purifié avant de pouvoir quitter cette terre. Et l'héroïne de ce livre, enfin, la grand-mère de ce livre, pardon, lave les corps des femmes répudiées, des femmes dont personne ne veut s'occuper. Elle s'occupe de tous les délaissés de la société et c'est elle qui, quelquefois, enfin, les gens sont violents avec elle, mais c'est elle qui fait son devoir de laver et purifier ces femmes. Donc l'autre héroïne, c'est sa petite fille, née dans une famille, le père a été atterré de voir encore une fille. Il a voulu la tuer à la naissance et donc sa mère est allée en courant la placer chez les grands-parents. Donc grands-parents, donc la mère dont je viens de parler, qui a une empathie immense, et le grand-père qui est un zoroastre, c'est-à-dire ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, c'est une des plus vieilles religions du monde, une religion du livre, et non pas d'un seul livre. Et c'est un homme éclairé qui a lu plein de choses, qui est un très beau personnage. Et donc voilà, on oscille dans ce livre entre les violences terribles faites aux femmes de cette société et puis l'éclair de bonté, d'ouverture sur le monde apporté par les grands-parents. Un livre choc très, très puissant. Alors, on va parler des Graciers, le livre de Kieran Millwood Hargrave chez Robert Laffont. On est au nord de la Norvège, au XVIIe siècle, sur une toute petite île battue par les vents, une terre très inhospitalière. Et lors d'une nuit de tempête, tous les hommes de l'île vont mourir en mer. Les femmes vont se retrouver obligées d'aller pêcher, d'aller faire du pain, peut-être d'enfiler des pantalons, etc. D'où le problème du livre, puisqu'on est en période d'inquisition et que le roi qui veut faire le ménage également du côté des Samis, donc les indigènes qui ne respectent pas trop ses consignes, va envoyer un représentant pour faire du ménage sur cette île.
On part d'un fait historique réel qui s'est passé sur cette petite île. C'est un très romanesque, on a des personnages magnifiques de femmes qui vont tenter de se battre. On a leur amitié, leur résilience, et puis bah, toutes celles qui vont se laisser circonvenir par l'inquisiteur. Ouais, c'est un livre très, très fort et très beau. Alors, pour finir, un livre un peu lumineux, le premier roman de Olivier Mac-Bouchard, Le dit du Mistral au tripode. Alors, à signaler d'abord cette magnifique couverture, comme souvent au tripode, de Phileas Dogg, je crois. Alors, c'est un livre qui se passe en Provence, dans le Luberon. Deux voisins qui sont séparés par un mur, et une nuit de tempête, ce mur s'effondre. Ils se mettent à travailler ensemble et vont en fait faire des découvertes archéologiques. Ils vont décider de poursuivre leur quête contre toutes les lois. Ça va les emmener jusqu'aux origines du monde. Alors, chaque chapitre démarre par un proverbe provençal ou une citation de Mistral, Giono, Bosco, donc un patronage très prestigieux. Je vous lis juste un petit passage. Si le lecteur veut comprendre comment toute cette histoire a pu arriver, il ne doit pas avoir peur de remonter dans le temps. S'il se limitait au réel qui baigne chacune de ses journées, il risquerait de ne pas saisir le fin mot de ce qui va suivre, ou pire encore, de ne pas y croire du tout. Alors on est vraiment loin des romans ancrés dans l'actualité ou le nombril de l'auteur. On est sur un imaginaire lié à des croyances, des récits ancestraux, sur la richesse d'un territoire. Un territoire là qui est fait de collines, de ruisseaux, de vergers, de mâts, de fermes, de troupeaux. Un premier roman très lumineux, très souriant. Voilà, ben, pour conclure, donc un choix évidemment frustrant parmi toutes les lectures qu'on a pu faire. Ici, on est quatre, donc à nous quatre, on a lu une petite centaine des livres de cette rentrée, et puis on continue à les lire. Donc des très belles choses, et vraiment de très beaux livres. Et puis on cherche toujours le livre un petit peu souriant ou le pur chef-d'œuvre. On vous tiendra au courant.